Oui, Bernadette, on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Normalement, nous aurions dû avoir le plaisir de vous recevoir à notre 10 salon où on se retrouve autour d'un buffet et d'une discussion générale, d'une conversation plutôt assez animée et agréable. Bon, depuis octobre, nous sommes comme tout le monde sur Zoom, voilà. Donc, je voulais vous dire que d'emblée, tout le monde a été extrêmement intéressé par votre livre, déjà parce que finalement, c'est une situation clinique qui est rarement, qui a donné lieu rarement à un livre, me semble-t-il, en tout cas dans ce que j'ai pu voir passer. Donc, c'est une expérience singulière et vous avez des qualités d'écriture. C'est un livre d'une grande justesse analytique, mais avec une simplicité dans l'écriture qui le rend d'une lisibilité très facile. Mais il faut y revenir pour voir à travers les lignes la subtilité, sans doute, de votre manière de vous poser avec un divan comme analyste dans un lieu aussi étrange, hétéroclite et chaotique qu'une urgence psychiatrique. Donc, c'est ça qui nous a tout de suite, bien sûr, retenu. Et je vais très vite passer donc la parole à notre amie Monique Poncet, qui, elle, va rentrer plus bien sûr, dans le détail de vos interrogations et de votre clinique. Voilà, je passe la parole à Monique. Je vous dis bonsoir. Bonsoir, oui. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, oui. Mais je vous remercie d'avoir accepté. J'en suis très contente. Et je vais donc essayer de présenter votre livre au titre percutant « Un divan aux urgences psychiatriques ». Votre livre nous convie à un voyage en terre étrangère, aux confins de l'être, dites-vous, dans des zones de destitution et de chute psychique, de débordement. Si un divan, sous forme d'écoute analytique, s'invite dans la salle d'urgence psychiatrique, votre livre, déployant sa clinique spécifique, lui rend son invitation. Il pénètre dans nos cabinets d'analystes et nous enseigne. Je pense à l'accueil de certains patients pour qui parler ne va pas de soi, ou au moment de crise que peuvent traverser certains autres dans leur cure. Terre étrangère, car non parcourue explicitement par nos concepts analytiques familiers, mais imprégnés par eux. Paradoxalement, cette discrétion de présence nous désarçonne, nous pousse à l'éveil et nous ouvre de nouveaux horizons de sens. Terre étrangère, car traversée sur le même mode de l'imprégnation par des concepts philosophiques propres à votre formation de philosophe, nous poussant au déplacement. Cette clinique des confins psychiques, cette clinique des bords, vous l'énoncez en termes descriptifs plutôt qu'analytiques, insistant sur l'aspect privatif. Ces bords, les patients qui arrivent aux urgences psychiatriques en manquent et tentent de les trouver ou de les retrouver. Certains, par exemple, peuvent ne pas avoir de lieu psychique, de bord-lieu. Je suis un SDF psychologique, dira un patient. D'autres sont privés de fondement, de maintien au sol, sans bord-fond. D'autres ne seront plus bordés par la loi ou par le temps. Le divan
aux urgences psychiatriques diffère de celui de nos cabinets d'analystes, car ses pieds, ceux sur quoi ils reposent, sont certes du même bois, faits de transferts, d'écoute de l'inconscient au plus près du langage et des accidents de l'énonciation, mais tournés d'une autre façon. J'en donnerai pour exemple l'attention qui n'y est plus flottante, mais soutenue, vigile, aux aguets, et l'importance que vous donnez au contre-transfert comme boussole de l'entretien. Ce contre-transfert s'appuie sur la passibilité, qui est le contraire de l'impassibilité. Je vous cite, « C'est une capacité à se laisser traverser par des émotions et en même temps d'extraire de ce passage ou de cette traversée des éléments subjectifs complétant le tableau clinique. » L'angoisse ressentie par le clinicien est certes un affect embarrassant, mais nécessaire. À ce propos, je voudrais dire combien m'a paru juste que vous en fassiez un marqueur d'un véritable engagement du clinicien dans la rencontre. Il n'y a de véritable engagement que sur fond d'angoisse, dites-vous. Bon, quelques mots à propos de la forme de votre livre pour souligner son adéquation au fond de votre clinique des urgences. Sa construction est claire, des chapitres courts, bien séparés, tous construits sur le même modèle. Leurs propos présentés dans une courte introduction, puis développés en courts chapitres et repris dans quelques lignes de conclusion. Notre lecture est bordée et matérialise le travail de bordage du clinicien, limite à poser dans l'énonciation du patient pour préserver son intimité, pour que ses bords ne soient pas trop dénudés. Borner la démesure sans la faire taire, dites-vous, borner le symptôme trop bruyant, expansif, sans le supprimer. Border le clinicien en lui offrant un temps d'après l'entretien, un espace de réflexion avec ses collègues, là où il pourra remettre en jeu ses incertitudes et défaillances subjectives. Cette clarté, cette structuration très poussée, cette apparente simplicité soutiennent votre désir d'être lu par le plus grand nombre de personnes intéressées aux soins psychiatriques, administration comprise. C'est un livre militant et modéré, engagé mais pondéré, qui lutte contre la transformation du soignant en opérateur technique et qui veut arracher l'entretien à une procédure donnant lieu à une évaluation d'où toute subjectivité serait écartée. C'est un livre qui ne cède pas sur son désir, celui d'être enseigné par la défaillance et non par le savoir. Désir que soit reconnue l'incertitude de l'écoute et de l'acte analytique, l'angoisse qu'il suscite. Désir de mettre au centre du soin la limite de la subjectivité du soignant et sa résistance. En effet, selon vous, toute rencontre ne va pas sans l'encontre. Votre livre reste au plus près de l'expérience vécue conjointement
par celui qui se trouve aux urgences et par le clinicien qui l'écoute. Dans cette expérience, vous privilégiez l'événement, que j'entends comme l'événement de la parole vraie, avec son effet de surprise et son élan. Parole qui fait rupture et ne peut être intégrée à une chaîne causale. Le sujet se porte là où il n'est pas attendu, dites-vous. Daniel Ben Saïd écrit dans une version condensée du chapitre Alain Badiou et le miracle de l'événement, je le cite, « La vérité éclate dans l'événement et se propage comme une flamme poussée par le souffle d'un effort subjectif inépuisable. Car la vérité n'est pas une affaire de théorie, mais une question pratique, quelque chose qui arrive. En cela, chaque vérité est à la fois singulière et universelle, non l'adéquation ou la correspondance d'un savoir à son objet, mais une exception événementielle et un procès d'où émerge quelque chose de nouveau. L'entité, je continue, mais c'est bientôt fini, l'entité de ces vérités événementielles et processuelles, c'est leur pétrification ou leur substantialisation bureaucratique qui caractérise le désastre. Ainsi, vous nouez, vous appuyant sur le travail d'Alain Badiou, les trois concepts nodaux d'événement, de vérité et de sujet. À la toute fin de votre livre, vous posez cette question. Comment le psychanalyste s'est-il laissé enseigner de son expérience aux urgences? Pourriez-vous nous déplier cette question et également déplier ce principe événementiel que vous mettez au centre de votre clinique des urgences? Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour votre lecture très attentive. Là. Vraiment, vous avez fait un résumé assez magnifique, je trouve, du livre. Vraiment, je suis touché par votre commentaire et par votre lecture très fine et très attentive de ce que j'ai écrit. Oui, vous souhaitiez que je puisse rebondir sur la question de l'événement et de la référence à Alain Badiou. Là, oui. Oui. Effectivement, c'est un auteur que j'ai eu l'occasion de travailler à quelques reprises et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Et vous avez repris plusieurs fois le terme imprégné, mais c'est effectivement un terme que j'ai repris dans le livre aussi, parce qu'effectivement, son travail, son œuvre, le travail d'Alain Badiou imprègne un petit peu tout le livre. Et la philosophie de l'événement, qui remonte déjà à plus d'une vingtaine d'années. Hein. Je crois que l'être et l'événement, c'est avant 2000, si j'ai bon souvenir, je ne sais plus très bien. Mais effectivement, vous reprenez la trilogie, là, événement, vérité, sujet, mais on pourrait rajouter un quatrième terme qui est aussi la fidélité. Hein. C'est aussi un terme d'Alain Badiou, c'est-à-dire la capacité que s'autorise l'être humain de se subjectiver dans la fidélité à l'événement. Ouais, voilà. Et au fond, ce qui m'a animé, si vous voulez, dans le travail des urgences, c'est ce point important où il se peut qu'une parole inattendue advienne et que dans cette advenue, il y a un effet d'événement et que il est éventuellement possible pour un patient, pour
pour un sujet ou pour une personne de profiter de cet advenu pour en faire un usage subjectif d'une certaine façon. Et le clinicien, il doit être attentif, si possible, il doit essayer d'être attentif à ça, à ce qui va venir se dire et qui va venir peut-être révéler un pan inattendu de la dynamique psychique d'un patient. Alors, il s'agit pour le clinicien d'être témoin. Voilà, ça c'est un autre terme très important. D'être témoin de ce qui advient et puis de le tenir ou de le retenir. Parce que s'il a l'occasion par après de revoir le patient, et ça c'est souhaitable effectivement, hein, c'est souhaitable que le clinicien qui voit le patient aux urgences puisse aussi poursuivre des entretiens cliniques avec lui à l'occasion de l'hospitalisation, par exemple, s'il est hospitalisé, oui. ou de le revoir 2-3 jours après, par exemple. Moi, je faisais souvent les urgences du vendredi, donc le lundi, je gardais quelques heures pour éventuellement revoir des patients en post-urgence, comme on disait. Parce que dans ce fil, il y a quelque chose à conserver, pas nécessairement à réutiliser dans son ensemble, voilà. Mais à être attentif pour voir si un certain usage de ce qui est advenu peut être utile ou utilisé par le patient, parce que il y a une possibilité de subjectivation à travers ça. Voilà. S'il en garde la trace et qu'il reste d'une certaine façon fidèle à ça. Mais il ne faut pas non plus survaloriser la fidélité. C'est ça. Il n'y a pas de nécessité pour un patient à être absolument fidèle à ce qui est advenu. Voilà. Il peut y avoir aussi une mise, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une forme de circonscription, ou en tout cas d'emballement, et puis c'est tout. Et puis alors, à l'occasion d'un deuxième passage aux urgences, à l'occasion d'un troisième passage aux urgences, peut-être que des petits morceaux de ce qui se sont dit à certains moments pourront alors faire fil. Mais ça, ce n'est que dans un temps, une temporalité très longue. Alors, il y a certains patients qu'on connaît parce qu'ils passent aux urgences, et puis ce n'est que dans des petits moments cliniques assez subtils que quelque chose pourra se tisser, parce qu'au-delà de l'urgence, ça ne se tisse plus. Voilà. Enfin, voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question tout à fait. en disant tout ça. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié tout ce que vous avez pu dire là sur le livre, etc., sur le contre-transfert comme la boussole de l'entretien, effectivement, c'est un livre quand même un peu engagé, c'est vrai, mais modéré parce que voilà. Voilà. Et puis sur la question du temps de récupération, je trouve aussi que ça c'est un travail, les urgences, c'est un travail quand même assez lourd. Et puis qui peut être énergivore, et donc il y a une nécessité de pouvoir parler avec les autres, prendre un temps de récupération, de discussion, des choses comme ça. Oui. Donc voilà. Voilà, je ne sais pas si je réponds bien à votre question ou si je me suis embarqué sur un chemin. Non, vous avez répondu, Mais peut-être que Bernard Delguste, maintenant, peut prendre la liberté de ne plus répondre aux questions, mais de nous dire ce qu'il a envie de nous dire. Oui, tout à fait. Peut-être, si vous voulez, le premier point, c'était sur le fait que… Donc, moi, je ne suis pas psychiatre. Hein, donc, la clinique, les urgences psychiatriques, habituellement, c'est un travail pour les médecins, pour les psychiatres ou pour les psychiatres en formation, pour les jeunes médecins qui sont en formation de psychiatrie. Et pendant des années, ça a été le cas, en fait. Et puis, il se fait que moi, je travaillais comme psychologue dans une unité de soins psychiatriques, et c'est un concours de circonstances qui a fait que les psychologues
ont été aux urgences psychiatriques alors? Parce que moi, pendant 15 ans, je travaillais dans ce qu'on appelait la deuxième ligne. C'est-à-dire que je prenais en charge les patients qui étaient déjà hospitalisés. Et puis alors, j'amenais un complément d'information concernant la prise en charge. Voilà. Mais je n'avais pas de responsabilité au niveau ni de l'entrée ni de la sortie du patient. Voilà. Et puis voilà, il s'est fait que les médecins, comme on appelle en Belgique, les médecins assistants en psychiatrie, ou les post-gradués ou les internes, et, ils se sont fait de plus en plus rares, d'une part, et puis d'autre part, le nombre croissant d'arrivées de patients aux urgences. Et donc, tout cela a nécessité, si vous voulez, une autre organisation des urgences. Ce n'était plus possible que les urgences psychiatriques reposent uniquement sur quelques médecins, parce qu'ils allaient être très vite eux-mêmes débordés. C'est la question du bord aussi. Ils allaient être débordés et puis ils n'allaient plus suffisamment avoir de temps pour leur consultation ou pour la gestion de l'étage, comme on dit, la gestion de l'unité de soins. Et donc voilà, mes collègues et moi-même, psychologues, il nous a été demandé de nous rendre aux urgences et donc d'avoir le fameux téléphone, là, le bip, et puis voilà, si les infirmiers, si les médecins urgentistes nous appellent, c'est nous qui allons et qui allons à la rencontre du patient, qui discutons avec lui et puis qui prenons des décisions sur la suite des soins à donner. Je vous avoue que ce n'était pas quelque chose que j'ai fait de gaieté de cœur. Je n'y allais pas facilement. Donc, cette réorganisation du service n'a pas été quelque chose de facile, ni pour moi, ni pour mes collègues. Parce que d'une certaine façon, j'avais un peu l'impression que la clinique des urgences était une clinique qui était un peu dépréciée, si vous voulez. C'était une clinique qui devait se faire de façon un peu expéditive, où il s'agissait assez rapidement de faire un diagnostic et puis de prendre des décisions sur l'orientation du patient. Mais il n'y avait pas véritablement de questionnement sur la portée psychique de ce que pouvait représenter le passage aux urgences pour un patient. Voilà. Et donc, cette clinique dépréciée, mes collègues, si vous voulez, on l'a regardé un petit peu de haut comme ça, on l'a regardé un petit peu d'une certaine position de surplomb. Et puis en fait, quand on y va, quand on se déplace, qu'on a un téléphone, et puis voilà, à 8h30 du matin, le médecin urgentiste appelle, ben, écoute, il y a 3 patients pour toi aux urgences. Ben voilà, il faut y aller. Lequel on prend en premier, et puis comment ça se passe, enfin voilà. Donc, c'est tout à fait autre chose que la deuxième ligne. La deuxième ligne, on est dans un espace plus confortable, le patient est hospitalisé, il est déjà pris en charge, il est déjà médiqué, etc. Ici, aux urgences, il faut y aller et il faut aller à sa rencontre. Et c'est pour ça que je mets en place cette question d'aller à l'encontre aussi, parce que cette démarche est en réalité très compliquée et complexe aussi. Oui, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce n'était pas mon but, d'une part, c'est de façon un petit peu organisationnelle que j'ai été amené à me rendre dans cette unité de soins, et puis que c'était pas c'était une clinique qui, si vous voulez, qui avait un peu perdu sa lettre de noblesse, et voilà, je souhaitais d'une certaine façon y apporter du poids psychique. Voilà. Oui. Voilà. C'est quelque chose que j'ai fait pendant près de 10 ans, hein, jusqu'en 2017, donc de 2008 à 2017. Et puis alors, voilà, pour diverses raisons, j'ai toujours au sein de l'entité, donc service de psychiatrie, j'ai d'autres fonctions maintenant. Je travaille à la consultation ambulatoire. Et donc, je n'ai pas connu les urgences psychiatriques avec la question du Covid. Parce que ça, c'est quelque chose de très particulier aussi. Hein. Bon,
mon livre date aussi, ça fait presque 2 ans qu'il était écrit au fond, hein. Mais mon livre date d'avant la Covid, là, et ces questions de présentiel et distanciel, c'est quand même très particulier parce que, évidemment, avec la Covid, les collègues, je discutais souvent avec eux pour voir mais comment ça se passe, etc. Ils étaient obligés de se protéger, de mettre des masques, enfin, toute une série de choses comme ça. Ça rendait la rencontre extrêmement compliquée, hein. Mais vous imagineriez un entretien psychiatrique ou un entretien aux urgences psychiatriques en distanciel? Mais c'est très particulier quand même. Et pourtant, c'est un petit peu ce vers quoi, à la fin du livre, là, j'essaye d'aller en disant qu'au fond, si on veut, on peut mettre du distanciel, même dans la présence. Même dans la présence, même dans le corps à corps, on peut mettre du distanciel si on met de côté un petit peu tout ce que Madame disait là, la question de l'angoisse, la question du contre-transfert, tous ces éléments dynamiques ou tous ces éléments qui proviennent d'une imprégnation clinique orientée par la psychanalyse. Aux urgences, il y a moyen de mettre ça tout à fait de côté et de faire un tableau clinique descriptif purement sémiologique et puis de prendre des décisions là-dessus. Mais c'est intéressant du point de vue sémiologique, mais c'est pas intéressant du point de vue de la portée psychique et de la singularité d'une parole qui vient s'énoncer dans ce lieu particulier. Voilà. Bonjour. J'ai trouvé votre livre extrêmement intéressant. Je voulais revenir sur un point et puis dire quelque chose qui me paraît tout à fait subversif dans ce que vous dites, parce que vous dites que c'est militant modéré, et c'est vrai que le ton est modéré, mais quand on voit les pratiques qui sont conseillées par l'Agence nationale de la santé, c'est complètement révolutionnaire, parce que actuellement, déjà, le fait que quelqu'un qui n'est pas psychiatre, qui est psychologue et philosophe, comme vous l'êtes, puisse être libre de sa pratique, c'est déjà extraordinaire, puisque les textes qui sont proposés en France actuellement vont complètement à l'encontre de ça, c'est-à-dire pas contrôle médical. Et quand on a l'occasion de recevoir des psychologues qui commencent à travailler, on s'aperçoit qu'effectivement, ce que vous dites par rapport au temps à prendre et à la passibilité, ça va absolument à l'encontre de ce qui est conseillé, puisqu'on leur demande de ne pas susciter de transfert, que ce soit très court, là je ne parle pas des urgences, mais des cas qui leur arrivent, enfin des patients qu'on leur envoie, et c'est toujours effectivement des psychiatres qui leur envoient les cas, les patients, comme des cas, ce n'est pas par hasard que je dis ça. Et donc, je trouve que votre livre, il est extrêmement utile actuellement et qui nous donne du courage, parce qu'effectivement, il montre que dans une situation qui est particulièrement difficile, les urgences à considérer d'un point de vue subjectif, où on pourrait effectivement se dire qu'est-ce qu'il faut faire, être opérationnel, ce n'est pas du tout dans cette perspective que vous vous mettez, et que la passibilité dont vous vous réclamez, c'est absolument à l'encontre de ce qui est demandé aux psychologues actuellement. Ce que je voulais ajouter juste dans ce sens, c'est que j'ai trouvé très intéressant que vous fassiez la différence entre être enseigné et se former. Alors, dans la phrase telle qu'elle a été formulée, j'ai eu un petit peu de mal à comprendre au début, mais après, c'est tout à fait clair. Et c'est parce que c'est paradoxal. Vous dites qu'effectivement, être enseigné, c'est du savoir qui est retiré. Et je trouve ça tout à fait juste, parce que j'avais envie de vous demander comment vous aviez décidé
de vous confronter à ce travail difficile des urgences. Et en fait, vous y avez été, comme vous le dites, à votre corps défendant, et vous avez été enseigné, et qu'effectivement, c'est quand on est déstabilisé de son savoir qu'on peut être surpris et transmettre aux autres quelque chose d'utile. Voilà. Oui, absolument. Je peux rebondir? Oui, bien sûr. Oui, vous avez tout à fait raison. Ce qui est enseignant, c'est d'être déstabilisé dans son savoir. Effectivement, c'est pas de rencontrer des situations qui confirment le savoir. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est confortable, ça arrive aussi. Mais c'est pas enseignant. Ce qui est enseignant, c'est ce qui va venir trouer votre savoir. C'est ce qui va venir le décompléter ou lui soustraire une partie. Voilà, c'est là où l'enseignement peut être une soustraction de savoir. Ouais. Et puis, sur la question de l'opérationnalisation, là, c'est-à-dire que c'est pas qu'il ne faut pas être opérationnel aux urgences, il faut l'être. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas prendre 2 heures avec un patient. Voilà. Ça, en effet, et puis vous ne pouvez pas prendre 2 heures pour décider non plus, parce que si vous prenez 4 heures pour un patient et que vous en avez déjà 3, votre journée va être très longue. Donc, c'est compliqué, voyez-vous. Effectivement, et il ne s'agit pas de dire que dans tous les cas, l'entretien clinique, c'est 20 minutes, et puis l'orientation du patient, c'est 20 minutes. Et la rédaction du dossier informatique, c'est 20 minutes. Ça veut dire qu'en 1 heure, une situation doit être clôturée. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il y a des situations qui vont être clôturées en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il y a des patients dans des bouffées délirantes aiguës. Bah, ça va aller très vite. C'est pas un problème d'opérationnalisation. Tandis qu'il y a des situations qui vont être beaucoup plus complexes, des situations à la limite ou des situations comme des patients atopiques. Là, je ne sais plus où j'en suis. Là, il s'agira quand même d'essayer d'aller chercher quelque chose de ce qu'il en est de la singularité de ce patient-là. Et donc là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, c'est quelque chose de compliqué parce que à la fois, il faut une hypothèse diagnostique et il faut une décision qui clôture la situation. Voilà. Et dans un temps limité quand même. Vous ne pouvez pas prendre 3 heures pour faire ça. C'est compliqué. Hélène Korganov a demandé à intervenir. Hélène? Oui, je viens de désactiver le son. Oui, c'est la suite. Bien sûr que j'adhère à tous les commentaires et les réponses que vous avez pu apporter. J'ai été tout à fait passionnée par votre livre. Pas de pratique évidemment dans les urgences psychiatriques, ni même dans le champ de la psychiatrie. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les lignes, on va dire les lignes de force, si je puis dire, qui nous concernent tous comme psychanalystes au sens de ceux qui ont affaire avec la parole. Et il me semble que j'ai été très sensible à, d'une part, votre engagement. Encore une fois, je sors là du champ des urgences psychiatriques. Votre engagement au sens d'une écoute analytique, ça veut dire s'engager, alors, à l'encontre du symptôme, mais j'entends aussi, moi, aux côtés du patient. Et cet engagement, c'est un peu envers et contre tous, si je puis dire, à la louche. J'aime bien cette idée que vous avez
qui a été introduite par Monique, pardon, qui était militant mais modéré. Oui, j'aime la nuance que vous apportez dans chaque conclusion, parce que vous faites des conclusions à chaque chapitre, qui est, oui, surtout ne rien simplifier, surtout ne rien réduire, surtout ne pas, oui, ne pas rentrer dans les choses qui seraient, eh ben oui, c'est comme ci ou c'est comme ça. C'était en gros la nuance. Et c'est vrai que la nuance, c'est compliqué, parce que du coup, la nuance, ça fait du flou. Ça fait du flou entre l'analyste en situation et puis l'autre. Donc, je trouve ça très intéressant. Les questions que j'ai précisément envie de poser, c'est à propos des concepts que vous introduisez autour de passibilité. Ça m'a évoqué à l'époque, il y a très, 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 très longtemps, j'étais chargé de cours à la fac, et en psychopathologie, et j'étais inspiré à ce moment-là, pour en parler à mes étudiants, mais très, très, très longtemps, de l'inspiration de Carl Rogers sur les modes de présence. Je crois qu'il appelait ça les attitudes. Enfin. Les modes de présence, que j'appelle, enfin, aujourd'hui j'appelle ça les modes de présence, aux patients. Je crois qu'il les appelait les clients à l'époque, les patients. Mais c'était des modes de présence pour le thérapeute. Il parlait de congruence. Il parlait de position empathique. J'ai eu l'impression en vous disant qu'il y avait des échos à ça, mais vous tirez le concept beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, enfin plus haut, plus bas ou plus profond, je ne sais pas. Enfin, vous tirez le concept et j'aimerais bien que vous en disiez davantage. Oui, ce concept de passibilité, des collègues m'ont fait remarquer que ça pouvait être au fond, ça aurait pu être perméabilité. Voilà. Oui, oui, et j'étais assez d'accord avec ça. Si ce n'est que, moi, je suis toujours dans si ce n'est que c'est un concept, excusez-moi, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Oui. Si ce n'est que c'est un concept qui est issu de mes études, au fond, donc ça remonte quand même à quelques années. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Scott. C'était un enseignant ici à l'université de Louvain, psychanalyste, qui a mis de Jean Ouvry et d'autres d'ailleurs, et de Henri Maldinet. Voilà. La passibilité, ça vient d'Henri Maldinet, qui lui a appelé ça la transpassibilité. Donc c'est encore autre chose. Je ne saurais plus vous dire exactement ce que c'est. Il faudrait que j'aille le relire, etc. Mais c'est quelque chose qui est resté présent en moi et qui est resté un peu imprégné comme ça, qui est resté une ressource intellectuelle, mais agit dans le concret, hein, pas simplement intellectuel, où il s'agissait précisément de pouvoir se laisser, se rendre passible de quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans l'entretien clinique. D'ailleurs, l'entretien clinique, ça pourrait être un bavardage, c'est peut-être un mauvais mot, le bavardage, mais quand on a un petit peu de bouteille, l'entretien clinique, ça peut être un bavardage orienté, au fond. Voilà. C'est pas du tout l'idée de reprendre les items classiques de la sémiologie et puis de les passer en revue. C'est simplement, entre guillemets, simplement discuter avec le patient, mais discuter avec une orientation dans sa tête, où le clinicien est orienté dans sa tête. Cette discussion, il l'oriente.
et cette orientation comment pourrait se fonder sur des éléments de passibilité, c'est-à-dire sur ce qu'il ressent à l'intérieur de lui dans le moment même où l'entretien se passe. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce patient? Donc, à la fois, et donc, vous voyez, ça nécessite une attention et un éveil clinique à plusieurs niveaux. C'est ça que c'est fatigant. C'est pour ça que c'est fatigant, l'entretien clinique. Tous les entretiens cliniques sont fatigants, mais aux urgences, c'est encore plus fatigant. Parce que ça nécessite une vigilance mentale sur différents plans. À la fois sur ce qui se dit, sur ce que je ressens et là où je veux aller. Sur l'orientation, la direction que je veux donner à l'entretien. Dans ce bavardage apparemment simple, voilà. Et où il s'agira avec le patient atopique, par exemple, et on m'a fait remarquer ce mot-là et c'est intéressant, où il s'agira de retrouver des lieux communs, voilà, des lieux communs, voilà des mots tout simples et en même temps très importants, puisque l'atopie, c'est l'absence de lieu, et le commun, c'est ce que nous avons ensemble, voilà. Et donc, cette petite pointe-là, dans l'entretien clinique, de trouver un lieu commun, ça va avoir un effet thérapeutique. Mais ça veut dire qu'il faut que vous pensiez à ça. Il faut que vous soyez orienté par ça, tout en questionnant les signes cliniques et tout en étant attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, donc c'est usant. C'est usant. Vous ne pouvez pas faire ça toute la journée. Hein. Je trouvais que effectivement, c'est une vigilance et une certaine modalité de présence qui est particulièrement comment on va dire ça, remplie, intense. Intense. Oui. Mine de rien, ouais. Et ce l'est d'autant plus que c'est mine de rien. Ouais. Oui, il me semble qu'à la fois, bien sûr, quand on pense psychanalyse et cure, on pense à l'attention flottante. Et alors, j'ai l'impression que dans votre démarche, vous êtes obligé effectivement d'être sur plusieurs bords. Et il y a quelque chose aussi dans votre présence analytique de l'attention flottante, mais tout en étant très vigilant, ce qui doit créer cette tension particulière dans ce type de clinique des urgences. Oui. C'est intéressant, parce que sans cette attention flottante quelque part, je pense qu'il n'y a pas d'événement possible. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, tout à fait. Oui. C'est particulier, c'est une espèce de coprésence à la fois d'une attention flottante et d'une vigilance clinique extrêmement intense. Aiguë. Oui. Non, c'est très, c'est sûrement extrêmement prenant. Oui. Très prenant. Oui. Est-ce que je peux rebondir aussi sur… Oui, bien sûr. Une autre question là. Il se fait que pendant longtemps, j'ai été maître de stage pour les étudiants à la fois de deuxième cycle et de troisième cycle. Enfin, donc, de deuxième cycle, c'est encore dans le programme universitaire, et puis troisième cycle, c'est aussi le programme universitaire, mais avec une formation spécialisée. Et dans ce programme de troisième cycle, il y a parfois des étudiants plus âgés qui ont un parcours particulier et puis qui ont fait par exemple psycho sur le tard. Et ça, j'ai toujours trouvé que c'était des gens tout à fait intéressants, évidemment. Et donc, je les prenais, bien sûr. Et ils venaient avec moi aux urgences. Et c'était tout à fait intéressant de pouvoir partager et échanger avec ces personnes-là. Mais ça veut dire que
que l'hôpital et les autorités de l'hôpital, le chef de service, la psychiatrie, etc., autorisaient tout ça, hein, aussi. Et j'ai bien conscience que à Ottignies, dans notre unité de soins, avec les médecins et avec le chef de service, on avait une latitude assez grande, hein, pour pouvoir travailler, pour pouvoir emmener comme ça. Et aux urgences aussi, les médecins urgentistes ne sont pas du tout contraires parce que je vienne accompagné de quelqu'un et puis rencontrer des patients et puis discuter avec eux, etc. Donc, il y avait quelque chose d'assez naturel et d'assez souple dans tout ça. Heureusement que tout ça n'était pas opérationnalisé dans des procédures et puis qu'il fallait remplir des grilles et je ne sais pas quoi, etc. Ça aurait été insupportable, évidemment. Je voudrais vous poser la question, c'est qu'est-ce que finalement, la spécificité de votre apport représente pour vos collègues psychiatres? Oui. Hein, pour le reste de l'équipe? Oui. Oui. Ils sont… la plupart sont comment dirais-je, je le dis dans le livre, je fais très peu référence au concept analytique. D'ailleurs, comme Madame disait tout à l'heure, là, dans le livre, nulle part il y a castration, il y a forclusion, nulle part. Mais c'est présent, bien sûr. Et donc, je pense que si on veut être écouté par les psychiatres, il faut pas jargonner d'abord. Je pense que ça, c'est un premier point. Et puis, il faut partager avec eux les moments où on est en difficulté. Voilà. C'est les moments où on est décomplété dans son savoir, précisément, comme on disait tout à l'heure, où on est déstabilisé par des productions symptomatiques majeures, etc. C'est de partager ces difficultés avec des psychiatres qui font qu'on travaille ensemble. C'est pas de partager un savoir commun, c'est de partager une difficulté et puis de demander un appui, par exemple. Voilà. Ça, les médecins psychiatres chez nous sont très à l'écoute, et si je leur dis je suis aux urgences, je suis perdu, je ne sais pas quoi faire, viens m'aider, eh bien, il vient. Voilà. Voilà. Et c'est ce partage-là, c'est dans l'après-coup de cette demande d'aide ou de partage qu'un travail d'élaboration commune se met en place, et c'est là où il va avoir une efficacité dans le lien professionnel avec les collègues. C'est de partager des difficultés, c'est pas de jargonner sur un texte de l'un ou de l'autre. La question était en quoi l'écoute analytique, qui diffère un peu de l'écoute médicale, en quoi l'écoute analytique change quelque chose dans le fonctionnement du service? Oui, il y a quelque chose à transmettre de cette écoute analytique, et ça c'est difficile. Parce que l'écoute analytique va orienter quand même votre oreille sur un certain nombre de points qui ne seront pas les mêmes que le psychiatre. Et pourquoi pas, voilà. Mais s'il y a quelque chose à transmettre de ça, c'est peut-être du côté de faire entendre ou d'interpréter, peut-être, il y a même peut-être une fonction d'interprète peut-être là-dedans, de transmettre, d'interpréter quelque chose qui concerne
une commune souffrance. Voilà. Voilà. Pas du côté d'une psychopathologie objectivante, voilà, parce que ça c'est intéressant, mais c'est pas ça qui va faire le lien professionnel dans la transmission clinique. Dans la transmission clinique, c'est essayer de faire entendre quelque chose du patient qui peut faire l'objet d'une souffrance commune, enfin, voilà, qui peut être aussi la nôtre, ou qui pourrait être la nôtre, ou qui sera la nôtre. Parce que, et pas seulement avec les médecins psychiatres, mais avec les médecins urgentistes aussi. Parce que les médecins psychiatres ont peut-être une oreille déjà plus attentive à ça, mais les médecins urgentistes, ce sont des personnes qui sont obligées d'être très pragmatiques, par exemple. Il faut être efficace, il faut pas perdre de temps, il faut agir rapidement dans certaines situations. Et donc, ce sont des médecins très efficaces, très impressionnants dans leur rapidité, dans leur présence, mais ça n'empêche qu'ils peuvent être attentifs sur plein d'autres points et être, si on parvient à les toucher sur la question de la souffrance commune. Elisabeth Gontier a demandé la parole. Oui, je vous remercie beaucoup pour toute cette discussion qui m'intéresse beaucoup. Vous dites, Monsieur Delguste, il se peut qu'une parole inattendue advienne. Et c'était peut-être à ce propos-là que je souhaitais rebondir. Une parole inattendue, ça peut être, en tout cas à l'hôpital psychiatrique, la surprise d'un patient délirant qui brusquement va s'arrêter de délirer et va interagir de façon ordinaire dans une conversation tout à fait logique et tout à fait structurée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences de cette sorte, comment vous les interprétez, ce que vous en faites. Et je me disais aussi que le travail aux urgences, ça peut être une richesse à laquelle on ne pouvait pas penser a priori, mais qui va s'avérer être importante parce qu'une fois que le patient est hospitalisé, bien souvent, il est tellement sédaté, les délires sont tellement abrasés, les manifestations positives sont tellement réduites que, de mon point de vue, ça devient difficile de travailler avec eux. Et on peut entendre parfois des psychiatres qui s'adressent à des psychologues en disant « mais non, là, c'est pas la peine que vous le voyez en ce moment, il est délirant, vous n'allez rien pouvoir travailler avec eux ». Et en réalité, je pense que c'est le contraire et que c'est vraiment difficile de travailler avec un patient schizophrène, par exemple, qui ne délire plus du tout et qui est très neuroleptisé. Oui. Donc voilà, peut-être que paradoxalement, les urgences, c'est un lieu d'une richesse particulière. Oui, oui, absolument, bien sûr, oui, tout à fait. Effectivement, donc c'est le moment, c'est la rencontre dans un moment où le sujet éprouve un bord, voilà. Et donc il va avoir à la fois une parole importante, une intensité émotionnelle, une dramaturgie, si vous voulez, de la situation, un côté tragique particulièrement intense. Et donc, il y a là un temps particulièrement difficile ou particulièrement dramatique pour quelqu'un. Alors, effectivement, dans l'après-coup, voilà, il n'y a sûrement pas à interpréter ce qui va se dire là
en tout cas pas dans ce lieu. Mais dans l'après-coup, il y aura peut-être à en faire un certain usage, et encore une fois, un usage mesuré. Alors, c'est vrai que la machine psychiatrique va sans doute se mettre en route et va abraser un certain nombre de choses. Et pourquoi pas parce qu'il y aura sans doute une nécessité d'une réduction symptomatique. Voilà. Donc, la machine psychiatrique n'est pas nécessairement une machine à faire taire. Si elle insiste et si elle charge le patient, alors oui. Mais qu'il y ait à réduire l'efflorescence symptomatique par des sédatifs ou par des neuroleptiques puissants, pourquoi pas? La question, c'est de voir si, après, voilà, il reste un espace psychique entrouvert. Voilà. Voilà. Ce n'est pas nécessairement les neuroleptiques qui vont le fermer, ça peut être le patient. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Oui, Donc, ça peut être le patient. Donc, et pourquoi pas, encore une fois oui. Et pourquoi pas oui. Il n'y a pas de nécessité à ce que il n'y a pas de nécessité à ce que cet espace reste toujours ouvert. Donc voilà, c'est cette attention dans la suite, et c'est pour ça que c'est ça qui est quand même très intéressant, c'est effectivement de pouvoir voir un patient aux urgences, et puis de pouvoir, si vous l'hospitalisez, de pouvoir le voir après. Voilà. Oui. De pouvoir qu'il y ait une continuité des soins avec le même patient, que ce ne soit pas un dossier qui passe du psychologue A au psychologue B et puis au psychiatre A, au psychiatre B, etc. Donc, qu'il puisse y avoir une continuité dans la prise en charge, c'est tout à fait passionnant, évidemment. Parce qu'on va voir un peu ce que le patient va faire de cette affaire-là, ce qu'il souhaite en faire. Ouais. François Zermond. Oui, je voulais rebondir sur cette histoire, enfin ce fait que vous dites de ce moment fécond de l'arrivée aux urgences, qui est une espèce de théâtralisation. Et est-ce que c'est comme ça qu'on peut comprendre ce que vous dites dans votre livre à propos de la supposition d'adresse qui est faite systématiquement quand quelqu'un arrive aux urgences? Vous supposez que quelque chose est adressé du fait qu'il arrive. Oui, oui, absolument, absolument. Donc, s'il est là, tout seul ou accompagné par quelqu'un d'autre, s'il est là, c'est que je suppose, nous supposons, l'hôpital suppose qu'il a encore quelque chose à nous dire. Voilà, ouais. Voilà. Et ça, c'est une supposition c'est la même supposition de l'analyste dans son bureau. Hein. S'il reçoit quelqu'un, c'est qu'il fait cette supposition-là aussi. Il s'engage sur cette supposition, sur cette parole qu'il suppose et qui pourrait ou qui pourra advenir. Voilà. Donc, il y a une supposition sur un potentiel événement. Voilà. qui viendra peut-être pas, mais ça, c'est pas grave. Le fait de le supposer lui donne la possibilité de venir. Ouais. Hélène? Oui, pour enchaîner, est-ce que vous voulez dire que c'est une supposition nécessaire? Oui. Une supposition côté du soignant nécessaire. Oui. Ce qui fait une différence avec ce qui passe en pratique dans un cabinet chez un psychanalyste, où en fait, celui qui prend rendez-vous, on est sûr qu'il a pris rendez-vous. Alors que celui qui se pointe aux urgences, on ne sait pas d'emblée qu'il a amené, s'il a été forcé, etc., etc. Mais c'est une position qui vous semble nécessaire. Oui, oui, absolument, oui. Ça pourrait être une position éthique nécessaire. Bien sûr, bien sûr.
Françoise Decamps. Bonjour, je remercie à la fois monsieur Bernard, je vais dire une bêtise, d'Auguste, et puis Monique d'avoir fait cette présentation. Tous les deux, c'était vraiment passionnant. Vous disiez tout à l'heure que vous étiez dans un service qui avait une écoute positive vis-à-vis à la fois des psychologues et je suppose un petit peu de la psychanalyse, ce qui n'est pas le cas tout le temps. C'est vrai que moi, j'ai voulu, enfin, il y a eu une proposition à l'Hôtel Dieu de faire une équipe pour pouvoir travailler aux urgences et je m'étais proposé, j'avais créé un projet, mais bon, finalement, enfin, je me suis rendu compte que la place n'était pas du tout préparée pour ce genre de travail. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Tout à l'heure, vous avez parlé en parlant d'un certain type de patients, des bouffées délirantes. J'ai travaillé donc en psychiatrie assez longtemps. J'ai trouvé un petit peu étonnant que vous disiez c'était simple pour les bouffées délirantes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Non, je veux dire par là qu'il y a certains tableaux cliniques comme des décompensations mélancoliques graves ou les agitations maniaques, etc. Il y a un repérage sémiographique ou sémiologique assez rapide. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Oui. Et donc, il faut les hospitaliser rapidement, c'est ça? Ah, souvent, oui, souvent. Oui, Oui. oui. Et Souvent, les bouffées délirantes aussi, enfin, les patients qui sont… Pas nécessairement, Pas forcément. pas forcément, non, c'est vraiment du cas par cas. Ça c'est sans doute plus compliqué. Au niveau repérage sémiographique, c'est plus simple. Au niveau décision, c'est plus compliqué. Oui, voilà. Oui. Mais c'est vrai, il y a des situations qui peuvent ne pas prendre énormément de temps. Ou, des patients qui sont connus ou qui replongent régulièrement dans des états mélancoliques ou des choses comme ça, avec des possibles mises en danger. Voilà, c'est des patients qu'on va reprendre. Voilà, on va pas chipoter. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre demande la parole? Je peux dire quelque chose à propos des psychiatres. Pour les jeunes psychiatres, hein, les jeunes psychiatres en formation, donc les jeunes médecins et les jeunes assistants, etc., à 25, 26, 27 ans, ils peuvent être comme ça plongés dans des situations extrêmement complexes et très jeunes, dont certaines vont peut-être les marquer profondément. Voilà, ouais. Et donc, il y a pour ces jeunes médecins quand même, mais bon, c'est sans doute pour tous les médecins, mais c'est certainement même pour tous les médecins, mais pour les jeunes psychiatres, il y a une exposition émotionnelle, comme on dirait, hein, qui est quand même… Très beau. Hein. Ouais. Et est-ce que vous auriez quelque chose à signaler de la population que vous avez vue au fur et à mesure du temps venir aux urgences? Est-ce que les urgences aussi se sont modifiées Oui. Oui. Qu'est-ce que vous diriez de… C'est une expérience relativement… Oui. Que vous avez eue jusqu'il y a peu de temps ou… Oui. Oui. À peu près pendant 10 ans, là, je vous disais à peu près ce qu'on a dit, enfin, ou ce que mes prédécesseurs, etc., disaient, c'était que les tableaux cliniques devenaient complexes. Voilà, oui. Que
que la fameuse trilogie névrose, psychose, perversion, oui, oui, bien sûr, ça avait encore du sens, mais aux urgences, voilà, comme certains peuvent dire en Belgique, on a du brol. Voilà. Ça veut dire qu'on a quelque chose d'hybride, de très mélangé, avec de l'addiction, enfin voilà, avec des toxiques, etc. Donc voilà, on a affaire à des tableaux cliniques polymorphes et pas toujours, hein, pas toujours, mais voilà. Et puis alors peut-être plus récemment comme ça des, 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 des personnes qui arrivent un peu en bout de course, voilà, comme ça, qui ont épuisé, si vous voulez, un petit peu l'ensemble des ressources médicales, paramédicales, allopathiques ou homéopathiques, en fait, tout ce que vous voulez. Moi, je suis psychiatre, je suis arrivée en retard à la conférence, j'en suis désolée, mais j'ai bien aimé la phrase que vous avez dite, que toute personne qui venait aux urgences avait quelque chose à dire. Oui. Parce que, si vous voulez, moi je suis une vieille psychiatre, mais c'est vrai que les psychiatres reçoivent un afflux émotionnel, ils ont des décisions à prendre pour protéger le patient, pour protéger la société, enfin des choses comme ça. Aller parfois contre la vie du patient, user d'une certaine autorité mentale, enfin, c'est assez compliqué. Mais si je ne sais pas, si votre présence, par exemple, d'un psychologue qui dit il y a quelque chose à entendre en même temps, enfin, le psychiatre le pense aussi, hein, oui. Mais il est partagé entre cette écoute et les décisions à prendre, médicamenteuses ou de contention éventuelle, malheureusement, enfin, des choses comme ça. Hein. Oui. Oui, donc voilà, peut-être qu'aussi, là, vous avez raison de dire ça, parce que le psychologue aux urgences, de toute façon, c'est important aussi de vous préciser que toutes les décisions quant à l'orientation, toutes les décisions, ce qu'on décide de faire avec le patient, était retourné au psychiatre. Hein. Donc, il fallait qu'il y ait un accord psychiatrique in fine concernant les décisions des patients. Et effectivement, s'il y a des contentions nécessaires, il faut l'appui du médecin urgentiste ou du médecin psychiatre. S'il y a des décisions médico-légales à prendre, il faut l'appui du psychiatre. C'est pas drôle, hein? Oui. Ah, bien sûr que non. Alors voyez-vous, effectivement, ça pouvait être important aussi pour le patient d'avoir affaire peut-être au psychologue qui a une attention sur la parole, etc. Mais ça n'empêche qu'à un moment donné, Oui, mais je trouve ça très important qu'il y ait une attention sur la parole. Parce que le psychiatre le fait aussi, bien sûr, mais à un moment, il est entravé parce qu'il faut qu'il agisse. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que le psychologue, il a peut-être parfois un petit peu le beau rôle, si on veut. Si on veut. Non, c'est le psychologue du psychiatre, c'est bien. Oui. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler ensemble et de pouvoir, avec les patients, avoir ces deux côtés. Peut-être que j'aimerais bien demander à Monsieur Delguste aussi ce que cette expérience aux urgences lui a apporté dans sa clinique, disons, plus ordinaire, en cabinet, avec des patients dans un autre cadre. Qu'est-ce que ça vous a apporté aussi? C'est un petit peu ce que je dis dans le livre, c'est qu'il y a des effets d'enseignement un peu dialectiques comme ça, qui peuvent rebondir d'un cadre à l'autre ou du centre sur les bords, etc. Oui. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné. Ça m'a beaucoup enseigné sur la psychopathologie de l'aigu, évidemment. Hein. Sur les décompensations graves, sur les mises en danger, enfin, donc
Et donc, ça m'offre peut-être une attention peut-être plus soutenue de ce côté-là. Voilà. Il y a d'autres lieux, hein. Il y a plein de lieux où j'ai par exemple on en parlait l'autre fois, des collègues qui travaillent sur ce qu'on appelle aujourd'hui la clinique des réels, là, enfin, avec les patients migrants, avec des personnes qui ont un parcours catastrophique comme ça, etc. C'est tout autant, si pas plus enseignant encore que la clinique psychiatrique. Hein. Moi, j'aurais quelque chose à dire. Il faut que la psychanalyse reste partout. Oui, je suis d'accord. Merci, Madame Andrès. C'est vrai qu'on a quand même un peu l'impression que vous êtes dans un lieu privilégié, effectivement, comme Françoise Zermont le soulignait tout à l'heure. Nous sommes un peu plus âgés, disons, et nous avons affaire à des jeunes débutants psychiatres et psychologues. Et effectivement, le contexte actuel de la psychiatrie est très loin, disons, de ce que vous connaissez et dont vous nous parlez. Mais bon, on essaye de leur passer quelque chose aussi de notre expérience ancienne où les choses fonctionnaient autrement. On espère qu'elles en entendent quelque chose, ou ils en entendent quelque chose et tiennent bon. Il faut quand même être très, très engagé pour tenir bon aujourd'hui dans les services de médecine aussi, où travaillent les psychanalystes. Il y en a de plus en plus dans les services de médecine. Mais encore faut-il qu'ils puissent se tenir à une place d'analyste, de psychanalyste, et pas de neuropsychologue, de comportementaliste. Tout ce qui est très demandé aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais il faut tenir bon. Parce qu'on avait déjà essayé de nous décourager il y a 30-40 ans pour nous faire entendre que c'était un gadget qui était un peu dépassé. Enfin, ça a été mon expérience dans le milieu médical et il a fallu que je tienne bon. Et pour vous donner un exemple quand même un peu gratifiant à la fin, c'était la première réunion des psychologues de l'assistance publique. Et donc, on m'a quand même demandé, bien que j'étais très mal vue comme psychanalyste, on m'a quand même demandé d'introduire les débats. Et j'avais à côté de moi une neuropsychologue, une comportementaliste, enfin des gens qui pratiquaient tout à fait autre chose. Mais on a quand même demandé à la psychanalyse d'introduire la première réunion des psychologues de l'assistance publique. Donc, il ne faut pas se décourager. Oui, très bien. Il faut tenir bon. Bon, bah, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie et ça nous apporte un peu de fraîcheur et un peu d'espoir que c'est toujours possible. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre invitation, puis de cet échange et puis de la lecture très attentive là, que vous avez faite du livre. Enfin, voilà, merci beaucoup à vous. Merci et à bientôt. Voilà. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir, merci.